Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast Le défilé des carrières, le podcast qui vous permet de faire un choix de carrière éclairé. Un merci spécial à la compagnie Gourou qui me permet de fournir de la bonne énergie à mes invités au courant de plusieurs épisodes de podcast. Et l'épisode d'aujourd'hui s'intitule Le défilé des courtiers et des courtières hypothécaires. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Joey Aymon, courtier hypothécaire et chef de l'équipe Excellence chez Multiprêt Hypothèque. Bonjour. Bonjour Joey, ça va bien? Ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Alors, on va commencer. Première question, une petite définition de base, là. Oui. Donc, c'est quoi une hypothèque? Une hypothèque, en gros, là, si on compare ça à t'achètes un automobile, tu vas aller chercher un prêt pour payer l'automobile. Mm-hmm. L'hypothèque, c'est le prêt qui sert à financer la propriété. OK, parfait. J'aime bien ça. Donc là, on va continuer maintenant avec ton rôle. C'est quoi un courtier ou une courtière hypothécaire? Courtier hypothécaire, en gros, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on magasine pour les clients les hypothèques. On a accès à plusieurs prêteurs, de 15 à 20 prêteurs, et on magasine pour les clients. Après, que le client est cogné à chaque porte de chaque banque pour savoir c'est quoi les taux, c'est quoi les conditions. Puis là, il manque de temps avec ses délais de promesse d'achat et tout. Mais nous, il vient nous voir, puis nous, on a accès à un panoplie de prêteurs, puis on sait la force et les faiblesses de chaque institution financière. Chaque institution financière aime quel type de client. Donc, c'est beaucoup plus facile pour le client. Et en plus, c'est un service gratuit pour les clients. Super, c'est gratuit, puis vous êtes là pour nous trouver le meilleur tarif, c'est ça? Exactement. OK, Le meilleur produit, on aime dire, pas juste toi, un meilleur produit. OK, parfait. Donc maintenant, je vais donner la définition d'un courtier ou d'une courtière hypothécaire selon le site métierquebec.org. Donc, en tant que courtier ou courtière en prêt hypothécaire, tu seras responsable de négocier les prêts hypothécaires auprès des institutions financières afin d'obtenir le meilleur taux répondant aux besoins, au budget et à la situation financière de ses clients. Donc, ça résume bien aussi ce que oui, c'est bon, mais tu sais, encore une fois, ça parle juste du taux. Ouais, faut faire okay. attention, le meilleur taux, c'est pas tout le temps le meilleur produit pour le client. Okay. C'est vraiment le meilleur produit pour le client en tant que tel. Puis qu'est-ce que tu veux dire, le meilleur produit? C'est que souvent, on ne veut pas maintenant, il y a des compagnies qui promotent, qui vendent des services avec le fameux taux, le taux. Mais souvent, le meilleur taux peut avoir certains petits astérix qui font que pour le client, si pour une raison ou une autre, il ne termine pas le terme qu'il a pris. Donc, s'il est venu signer un contrat de 5 ans, il ne termine pas ce contrat-là, il peut avoir des extrêmement grosses pénalités. Okay. Alors qu'il y a certaines autres institutions financières que non. Donc, c'est vraiment le meilleur produit pour le client ou autre chose selon si le client va acheter une propriété puis il veut faire des rénovations. Il y a des institutions qui vont être meilleures que d'autres. Fait que le taux, oui, est très important, mais c'est pas tout le temps la seule chose qu'il faut regarder. OK. Fait que c'est vraiment adapté aux besoins du client. Exactement. C'est custom made. Ben oui, 100%. Parfait. Donc, pourquoi faire affaire avec un courtier hypothécaire plutôt qu'un conseiller à la banque? Écoute, j'aime ça comparer ça, là. Si tu vas aller acheter une paire de jeans, OK? Si tu vas au magasin de coin de la rue qui vend des jeans, ouais. Le vendeur là-bas, il va te vendre quoi? Il va te vendre des produits que lui a. On s'entend? Ouais. Si tu vas dans un centre d'achat, tu as accès à tous les produits de tous les magasins. Fait que, tu sais, un courtier, c'est un peu comme le gars qui va te faire visiter le centre d'achat. Okay. Donc, moi, je peux savoir pour toi, mais tu peux avoir les jeans qui sont à tel magasin ou tel magasin. Plutôt que si tu rentres dans le premier magasin, lui, il va dire, ah, mais pour toi, c'est ces jeans-là qu'il faut. C'est sûr, c'est juste ça qu'il y a. Oui, exact. Fait que nous, on a accès à plusieurs prêteurs. Donc, je vais vraiment venir conseiller le meilleur produit pour le client. Puis aussi, un conseiller hypothécaire, quand tu vas directement dans l'institution financière, eux sont payés pour les nouveaux fonds qu'ils amènent dans l'institution financière. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si tu viens renouveler au bout de 5 ans, fort probablement que la personne à qui tu as parlé ne va pas être la personne qui va refaire ton dossier. Okay. Moi, j'ai 15 institutions financières. Donc, quand je fais l'hypothèque d'un client une fois, mon but, c'est de faire son hypothèque de restant de sa vie. Parce qu'à chaque fois, on va pouvoir travailler son dossier avec différentes institutions. OK, super. Puis, tu dis le renouvellement, ça se fait après combien de temps, ça? Ça dépend. La grosse mode, c'était 5 ans, des termes de 5 ans anciennement. Mais là, avec le COVID, tout ce qui est arrivé, les taux qui montent, c'est des termes de 1 à 10 ans, la vérité. 1 à 10 ans. Mais le plus souvent, ça va être un 3 ans ou un 5 ans. Okay. Fait que les clients vont venir signer un terme de 3 ans ou 5 ans. Puis après 3 ans ou 5 ans, on peut renégocier, on peut changer d'institution, on peut tout faire vraiment ce qu'on veut par rapport à la propriété, excuse-moi. OK, parfait.
Maintenant, c'est quoi les services qu'offre un courtier ou une courtière hypothécaire? Courtier hypothécaire, nous, on s'occupe vraiment juste de tout ce qui est l'hypothèque. Donc, vraiment d'aller chercher ton prêt hypothécaire, les produits qui viennent avec. Mais quand on parle de tout ce qui entoure, les assurances, nous, on ne touche pas à ça. Ah, vous Non, touchez on pas. touche pas à ça. OK? On peut référer. Comme moi, j'ai des bons partenaires qui sont courtiers en assurance aussi. Comme moi, ils sont courtiers avec des assurances, donc ils peuvent magasiner partout. Si le client veut faire des placements, j'ai d'autres courtiers aussi dans ce domaine-là. Fait qu'on a vraiment, tu sais, j'ai un gros... T'as plein de ressources. Ouais, exactement. J'ai un gros, je dirais un portefeuille, mais pas un gros téléphone rempli de numéros, si on veut dire. Ouais, c'est un bottin, exact. J'ai un gros bottin rempli de plein de références qu'on peut. Mais moi, la seule chose que je m'occupe, c'est les hypothèques. Ça, c'est une autre affaire quand on parle avec la personne de la banque. La personne de la banque, des fois, elle peut faire ton hypothèque, ta carte de crédit, elle peut faire tes placements. Moi, je fais que des hypothèques en tout temps, puis mes journées, il me manque de temps. Fait que, tu sais, veut pas, c'est sûr qu'on en voit un petit peu plus que d'autres places. On peut imaginer le portrait, ouais. OK, parfait. Puis, est-ce que l'assurance hypothécaire est recommandée pour tous et toutes? Quand on parle d'assurance hypothécaire, il faut faire attention, par exemple, souvent le monde vont se mélanger. Là, on parle d'assurance hypothécaire qui n'est pas l'assurance, parce que souvent, on va parler d'assurance pré-hypothécaire, qui est la fameuse SCHL, là, si tu mets moins de 20 de mise de fonds. Ça, c'est l'assurance qui vient, que la banque prend quand tu mets moins de 20 de mise de fonds. Donc, pour que le monde peut s'acheter avec 5 de mise de fonds, ils ont une assurance, il y a SCHL, il y a Sagent, il y a Canada Guarantee, qui sont 3 compagnies différentes, qui vont venir assurer ton prêt. Donc, si tu ne payes pas ton hypothèque, c'est pas la banque qui prend le risque, c'est l'assureur qui va rembourser. C'est une assurance que la banque prend, mais que c'est que le client paye. OK. Mais là, dans ta question, c'est pas ça, toi, vraiment. OK, mais là, je veux juste être sûr de bien comprendre. Si tu as donné une mise de fonds en haut de 20 tu n'en as pas besoin. Exactement, t'en as pas. Il y a certaines institutions financières qui vont la prendre pareil, mais là, à ce moment-là, c'est l'institution qui va la payer, c'est pas le client. Pour ça, il n'y a pas de problème avec le client. OK, parfait. Mais quand on parle d'assurance hypothécaire ici, ça, c'est un produit que les institutions financières vont vendre quand tu vas acheter ton prêt hypothécaire. Donc, quand tu vas en succursale, ils vont essayer de te vendre une assurance hypothécaire. Cette assurance hypothécaire-là est une assurance vie. En gros. Donc, exactement. Est-ce qu'elle est obligatoire ou non? Est-ce qu'on la recommande? Moi, c'est pas mon domaine. Fait que moi, je parle pas de ça, mais je conseille mon client d'aller voir un courtier en assurance que lui va pouvoir regarder tout son background, si on va dire, son dossier au complet, pour pouvoir dire si pour lui, c'est quelque chose qui est intéressant. OK, parfait. Maintenant, à partir de combien de temps suivant l'achat d'une propriété est-il suggéré de la revendre afin de faire du profit? C'est une bonne question, ça. On se la fait souvent poser. J'imagine. Sincèrement, c'est une question qu'on peut pas vraiment répondre parce que ça dépend de quand tu l'as acheté, ça dépend du secteur où tu l'as acheté, ça dépend de l'état que tu l'as acheté puis quel état que tu vas la vendre. On comprend, il y a un paquet d'affaires. Ouais. Mais en général, si on fait juste acheter une maison et la revendre, dans une période de temps, je vous dirais que l'inflation, tout est correct. C'est sûr que si tu veux faire de l'argent avec, tu peux pas la vendre tout de suite. Faut t'attendre un peu, tu vas avoir des frais quand tu vas vendre et tout. Mais, je vous dirais, faut au moins attendre de finir son terme, idéalement, pour au moins pas avoir la fameuse pénalité. Son terme, c'est-à-dire? C'est le terme de 3 ans ou 5 ans que j'ai dit, là, qu'on peut signer avec le prêteur hypothécaire. OK. Au moins attendre de finir son terme pour pas avoir cette pénalité-là. Fait que t'as le terme, puis après ça, c'est le renouvellement, c'est ça? Exactement. OK. En gros, quand tu prends une hypothèque, il y a un amortissement total. On finance la propriété sur, mettons, 25 ans. Ouais. OK? Total. Mais sur ce 25 ans-là, au Canada, on peut aller prendre des termes. Donc, à chaque fin de terme, on peut renouveler, changer de banque. On n'est pas lié pendant 25 ans. OK, c'est ça. C'est pour ça que quand tu veux vendre, idéalement, tu attends à la fin de ton terme pour avoir aucune pénalité, puisqu'à la fin du terme, tu peux faire ce que tu veux. Si tu brises ton terme, là, il y a des pénalités par les banques. C'est un contrat, dans le fond. Si tu brises ton contrat, il va y avoir des pénalités. Ben oui, c'est ça. OK, c'est plus clair. Maintenant, j'ai des petites questions pour toi au niveau de la mise de fonds. Donc, quel est le minimum de mise de fonds recommandé pour la première, achat d'un terrain? L'achat d'un terrain, certaines institutions financières le font avec 35 de mise de fonds. Nous, on a une institution financière qui accepte de le faire avec 20 de mise de fonds pour un terrain.
C'est intéressant. Mais c'est le minimum 20 C'est minimum 20 OK. Ensuite de ça, pour l'achat d'un condo. L'achat d'un condo que tu vas habiter, Mhm. c'est 5 OK. En fait, ce qu'il faut faire attention, c'est 5 du premier 500 000. Donc, si le condo est 600 000, c'est 5 de 500 000 puis 10 du 100 000 de plus. OK. Donc, on peut être en bas de 20 jusqu'à 999 999. On peut être en bas de 1 million. OK. Si tu tombes à 1 million, c'est 20 de mise de fonds. Parfait. OK, ça marche. Ensuite de ça, pour l'achat d'une maison. L'achat d'une maison, c'est la même chose que le condo. 5 de la première tranche de 500 000, 10 de l'excédent. Excellent. Maintenant, pour l'achat de logements à revenus. Logement à revenus, il faut faire attention. Si tu veux acheter un duplex, que tu vas habiter un des logements, on est dans la même chose que la maison et le condo, 5 OK, pour le duplex. Oui, pour le duplex. Si tu veux acheter un triplex, quadruplex, que tu vas habiter un des logements, c'est 10 minimum. Toujours en bas d'1 million, sinon c'est 20 en haut d'1 million. En haut d'1 million, c'est à 20 C'est toujours 20 Exactement. Excellent. Si tu ajoutes une propriété qui est 100 locative, c'est automatiquement 20 aussi. Okay. Il y a des prêteurs qui vont même jusqu'à 25 Parfait. On note. Ensuite de ça, quelles sont les grandes bannières au Québec où travaillent les courtiers hypothécaires? Je vais nommer la mienne. Ouais. Celle avec laquelle je travaille, c'est la plus grosse au Québec. C'est Multiprêt Hypothèque. Puis nous, on est régi, dans le fond, cette bannière-là est régie par M3, qui sont en haut, un groupe en haut. Puis M3, eux, détiennent une grande majorité de toutes les bannières au Canada. OK. Fait qu'on, c'est ça. Au Québec, la plus grosse, c'est Multiprêt, c'est là que je suis. Parfait. Maintenant, j'aimerais savoir, parlons de toi. Qu'est-ce qui t'a mené à faire ce choix de carrière? C'est fou, ça. OK. Écoute, dans le fond, moi, j'étais électricien à l'époque. OK. Dans ce temps-là, j'étais électricien. J'avais des amis comptables, j'avais des amis courtiers immobiliers, j'avais des amis dans les placements. Fait que là, je savais que j'allais pas faire ma vie en tant qu'électricien. J'avais commencé ça pour investir rapidement en immobilier. Je savais pas nécessairement qu'est-ce que je voulais faire, mais je savais que j'avais un gros réseau et je voulais pouvoir profiter du réseau. Ouais. Puis là, quand j'étais en construction, il y a un hiver, je travaillais dehors. Pour derrière moi, le froid, ça marche pas. OK. L'été, il peut faire 60, mais le froid, ça marche pas. Fait que, on travaillait dehors. Puis là, zéro motivé. Là, j'ai perdu ma job 3 fois dans l'hiver. Je disais, OK, non, là, ça marche vraiment pas. J'étais allé souper, puis il y avait un gars avec moi qui, lui, il était pas moi, je suis courtier, mais lui, il était spécialiste. Enfin, il travaillait dans une institution financière directement. Mais lui, il appelle ça un démarcheur. Là, fait que lui, il fait vraiment juste des hypothèques. Okay. Il va pas aller faire des placements, il fait que des hypothèques. Donc, je parlais un peu avec lui, puis j'avais étudié en comptabilité au cégep. J'avais eu un cours qui parlait d'intérêt, puis tu sais, sans pousser plus loin que ça. Là. Je me souvenais que, ouais, ça m'avait intéressé. Je parlais avec lui, puis comme, OK, mais clairement, il réussit bien sa vie. Là, fait que, le lendemain, j'étais fâché de la construction. Là, fait que le lendemain, je m'inscris à l'école. Oh, wow! J'étais allé carrément. Mais j'ai appelé un de mes amis, là, le conjoint de ma cousine, puis lui, son frère puis son ami faisait ça à Toronto. Il dit, ça va bien. J'ai dit, OK, parfait. J'étais allé à l'école, ça t'a motivé. Ah oui, c'est ça, réussite. J'étais allé à l'école, je m'inscris. Wow! Je pense une semaine après, je commençais. Après, j'ai retrouvé une job dans la construction. Ouais, OK. J'étais rendu à l'aide. Vraiment à 100%. Fait que sincèrement, tu sais, j'ai pas tant cherché à savoir si c'est quelque chose qui allait m'intéresser. Okay. Moi, je suis même, quand je dis, OK, parfait, j'y vais. Déterminé. Exact, j'y vais, puis finalement, ça a donné que t'as aimé ça. Ouais. OK, génial. Maintenant, j'aimerais savoir ton parcours académique. Pas grand-chose. Non? non. OK. Écoute, moi, j'étais allé au secondaire, je jouais beaucoup au hockey. Fait que je suis de secondaire 1 à 4 au Collège Saint-Sacrement, à Terrebonne. Secondaire 5, j'ai joué midget 3. Fait que j'étais allé, on est allé à Félix Leclerc à Pantigny. Toute l'équipe à l'école. J'ai fait mon cégep, j'ai commencé mon cégep. J'avais été repêché au hockey à Bécomo. J'ai commencé à Bécomo, évidemment, ça n'a pas marché, j'ai redescendu. Là, j'ai étudié en comptabilité et gestion, mais comme la première session, j'ai pris 50% des cours qu'il fallait à cause du hockey. Ouais. Puis, j'étais pas tant motivé d'en prendre plus non plus. Fait que, ça s'en allait nulle part. Je fais 2 ans de cégep. Mais, tu sais, moi, mes parents, je pouvais pas vraiment lâcher l'école. Ouais, OK. C'était pas vraiment une option, puis je voulais pas embarquer dans cette discussion-là non plus. Ouais, OK, je comprends. Puis eux sont contents, j'ai travaillé là-dedans, j'ai travaillé avec eux un été.
Puis là, une année, tu sais, j'ai vu que m'asseoir à un bureau toute la journée, là, c'est drôle, c'est ça que je fais aujourd'hui, mais c'est pas la même chose, tu sais, c'était, OK, tu fais ces tâches-là, ces tâches. Ça marchait pas, là. Je regardais l'heure à chaque 2 secondes. Puis... Fait que t'aimais pas ça de faire dire quoi faire. Non, exactement. C'est comme, ben, à cette époque-là, je savais pas, c'était plus d'être assis, je trouvais ça long, de faire les tâches une après l'autre. Fait que j'ai décidé que j'allais aller dans la construction. Je vais aller dans la construction, je vais investir rapidement dans l'immobilier. Donc, j'ai fait mon cours d'électricien. Je me dis, bon, écoute, la construction, je vais faire un métier qui... Ça va bouger plus. Ouais, exact. Puis un métier, tu sais, qui est quand même bon, là, que, tu sais, au secondaire, on faisait des niaiseries du plus, du moins. Fait que je dis, OK, ça va être bon. J'ai fait mon cours d'électricité, j'ai fait ça pendant 6 ans. Puis là, j'arrivais au point de, justement, tu sais, comme me faire dire quoi faire pour de vrai, ça marche pas, là. Ça marche vraiment pas, fait que j'aimais ça, le pire, c'est que j'aimais ça, tu sais, les journées passaient vite. J'étais plus au point de regarder l'heure à chaque 2 secondes. Sincèrement, les journées passaient vite, mais, comme je disais, j'avais un gros réseau de contacts, puis j'avais l'impression de pas d'exploiter comme quelque chose que j'avais, tu sais. Là, je faisais mon 6h à 2h, je retournais chez nous. Je repartais 6h à 2h. Là, j'étais rendu, mettons, après 4 ans, j'avais mon top salaire. Là, je peux pas faire ça toute ma vie. Là, je suis pas rendu au top de ma vie. J'ai 23 ans, 24 ans. Fait que, puis c'est sûr que j'étais pas nécessairement le meilleur employé non plus parce que j'étais pas tant motivé. J'étais pas tant motivé. Il manquait quelque chose. Ouais, exact. Aujourd'hui, c'est autre chose. À ce moment-là, j'étais pas tant motivé. Quand j'ai commencé, j'avais le but de partir d'une compagnie, mais à un moment donné, j'ai vu un peu qu'est-ce qui se passait, puis ça m'intéressait plus tant. Fait que t'avais la fibre entrepreneur. Ouais, peut-être, ouais, sûrement un peu, là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, j'ai pas, au bout de la ligne, mes études, c'est un secondaire 5. Au bout de la ligne, parce que j'ai pas fini mon cégep, j'ai fait un DEP, puis j'ai fait mon cours de courtage hypothécaire. Tu sais, j'ai pas d'autres études en tant que tel. Ouais, puis ton cours de courtage hypothécaire, t'as fait ça où? L'Académie d'entrepreneurship, ça arrive sud. Dans le temps, c'est ça, dans le temps, on était régi par un autre. Oui, on peut en parler. On va comparer avec aujourd'hui comment ça fonctionne. C'est ça, exactement. On va être à jour. Puis dans le temps, c'était... moi, je le faisais le soir, la fin de semaine, parce que j'étais électricien. Oui, c'est ça. Je travaillais, j'avais une maison à payer, je continuais de travailler. Ça m'a pris 8 mois de faire, le soir et la fin de semaine. Je le faisais à distance, il y avait une caméra dans la classe. Fait que le professeur parlait, puis moi, je l'écoutais de chez nous. Mais moi, je l'écoutais comme... C'était enregistré, fait que j'étais tout le temps une journée en retard pour que le lendemain, je puisse avancer. Parce que, mettons, les cours de maths avec Roger, que ça fait 20 ans qu'il n'est pas allé à l'école, il y a des bouts que je peux avancer. Je comprends. Je le faisais le lendemain, mais j'ai tout fait à distance. Puis ça a super bien été. Elle est encore ouverte, cette école-là, même si on a changé. Puis j'ai des courtiers d'équipe qui sont allés, mais ils ont vraiment aimé ça. Oui, super. OK, maintenant, ça a changé un peu. Donc, selon le site emploi.ca.indeed.com, vous devez suivre une formation spécialisée reconnue par l'Autorité des marchés financiers. Ça, c'est depuis 2020, en fait, que ça a changé. C'était pourquoi j'ai 2019 dans ma tête? C'est mai 2020 que ça a été adopté, moi. Mais je pense que c'est 2019, en tout cas, c'est 2019, il commençait à en parler, peut-être, oui, sûrement, ça se mais c'est vraiment mai 2020, là, j'ai été voir sur le site. C'est parfait. Non, ça se peut très bien. Il n'y a pas de problème. Donc, vous devez suivre une formation spécialisée reconnue par l'Autorité des marchés financiers basée sur le curriculum de formation du programme de qualification en courtage hypothécaire PQCH. Vous devez d'abord vous inscrire en ligne sur le site de l'AMF pour obtenir un numéro de 10 chiffres à communiquer à votre prestataire de cours. Donc, voici quelques organismes accrédités par l'AMF qui proposent des formations en courtage hypothécaire. Donc, on a le Collège CEI, le Collège Maisonneuve, le Cégep régional de Lanaudière, donc c'est une technique de services financiers et d'assurance. On a l'Académie de l'entrepreneurship québécois. On a Professionnel hypothécaire du Canada. Oui. Donc, ça a de l'allure tout ça? Oui, 100%. Parfait. T'aurais-tu quelque chose à rajouter par rapport à ça? Y a-t-il quelque chose d'autre qui est requis? La différence, mettons... Oui, si tu veux, OK. La différence, là, c'est que, tu sais, moi, j'ai dit ça a pris 8 mois. Mettons, ceux qui le font avec
professionnels hypothécaires du Canada, là, PHC, Mhm. eux, s'ils le fassent 100%, il y a des courtiers qui sont capables de le faire en 2 mois et demi. 2 mois. OK. Ah, ouais. Il faut qu'ils soient motivés, mais ils sont capables. OK. La différence, c'est qu'anciennement, un coup, je tombais courtier hypothécaire. Je faisais mon cours, après ton examen de l'OACQ qu'on était, puis j'étais courtier. Donc, dès que j'avais mon permis, j'étais courtier, je pouvais aller rencontrer un client faire une hypothèque. Mhm. À cette heure, maintenant, tu finis ton cours, tu fais ton examen de l'AMF, qui est 2 petits examens d'1 heure. Après ça, tu as un stage de 12 semaines à faire. OK. Comme moi, j'ai mon équipe, fait que je suis superviseur de stage. Mhm. Les courtiers rentrent, ils ont un stage de 12 semaines à faire. OK. Donc, c'est formé dans l'entreprise aussi. Exactement. OK. Ils sont travailleurs autonomes, Mhm. ils peuvent rencontrer des clients, ils peuvent faire des hypothèques, mais à chaque intervention, j'ai mon mot à dire. OK. Avant qu'ils sortent le bureau de crédit, j'ai mon mot à dire. Avant qu'ils offrent aux clients des options, j'ai mon mot à dire. Avant qu'ils envoient la demande à la banque aussi, j'ai mon mot à dire. C'est important. Je trouve que c'est super bien fait. Parce que, tu sais, moi, au début, là, la première hypothèque, elle m'a pris 5 heures à monter. OK. Tu sais, je savais pas ce que je faisais. Là, au moins, il y a Ça une aide à formation. organiser. Exact. Il y en a qui trouvent ça un petit peu long, un petit peu plate au début, ce qui est probablement vrai, tu sais, comme n'importe quoi quand tu commences avec les formations. Mhm. Mais c'est 100 fois mieux que c'était. Ben là, oui. en voulant dire, au moins, ils ont un début, ils savent vers où ils s'en vont. Oui, c'est ça. OK. Donc, dans ton entreprise, tu dis donc multiprêt, puis probablement d'autres aussi le font. Dans le Ils fond, font c'est tout. l'AMF qui fait ça. Tu es obligé d'avoir 12 semaines de stage. OK. C'est obligatoire maintenant. Parfait. Donc, ça, je pense que c'est un plus que l'AMF a amené vraiment. Ben oui, c'est Un mieux plus. encadré. Exactement, pour les clients. Ouais. OK, parfait, ça. Donc, si un client a besoin de porter plainte, c'est au niveau de l'AMF. Exactement. C'est- Mais ça, on fait pas ça. C'est bon, c'est bon. Puis là, maintenant, sachant qu'avant le projet de loi 141 dont on parlait, qui a été adopté en mai 2020, comme j'ai Exact. dit tantôt. C'est parfait, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Donc, l'OACIQ encadrait votre métier. Donc, avant, c'était comme ça. Est-ce que les courtiers immobiliers peuvent facilement avoir accès au courtage hypothécaire, sachant ça? En fait, avant, je pense que c'est 2010, parce que le cours de courtage immobilier, courtage hypothécaire, c'était pratiquement la même chose. Ouais, Il y c'est avait ça. comme un cours de différence. Mhm. Avant 2010, il y a un paquet de courtiers qui avaient le double permis, puis qui l'avaient gardé même s'ils faisaient juste un ou deux. Un ou l'autre, excusez-moi. Qui l'avaient gardé même s'ils faisaient juste un ou l'autre. OK. Quand que l'AMF est rentré, il y a certains courtiers qui ont pu le garder avec, je pense qu'il y avait, tu sais, je suis pas 100% sûr à cause que je l'avais pas, là, Ouais. mais qu'il y avait des frais ou peu importe. OK. Maintenant, c'est sûr que là, c'est deux choses C'est séparées. différent. Ouais, exactement, Ouais. parce que tu as l'examen de l'AMF, tu as Mhm. l'examen de l'ACQ pour être courtier immobilier. OK. Fait que c'est plus pour les anciens, là, avant 2000. Exact, mais c'est encore possible. Ouais. C'est encore possible. C'est encore possible de le faire. Tu sais, je dis, il y en a qui peuvent le faire en 2 mois, le cours. Fait que c'est encore possible de le faire. Mhm. J'en connais quelques-uns qui le font. Sauf qu'il y a quand même des réglementations par rapport à ça. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est pas un accès direct, là. C'était surtout ça. Ouais, c'est ça, ma exactement, question. exactement. OK. Puis, toi, est-ce que ça a été difficile de trouver du travail à la sortie de tes études? Non, mais, tu sais, on est travailleur autonome. Fait que c'est, il y a tout le temps quelqu'un quelque part qui va te prendre, parce qu'au bout de la ligne, ça ne coûte rien. Ouais. Lui, à part, à cette heure, maintenant, ça coûte du temps. Nous, ça nous coûte du temps. Il faut qu'on forme un stagiaire, mais avant, il n'y a pas de stagiaire. Fait que, Mhm. il y a personne qui ça ne coûte rien, là. Mhm. Mais moi, mon partenaire maintenant, qui était mon chef d'équipe, c'était un ami à mon père. Fait que c'est Ah. lui qui m'avait indiqué vers quelle école aller, c'est lui qui m'avait Ok. tout dit. Mhm. Donc, quand je suis sorti, j'ai zéro à regarder, puis je suis tout allé dans son équipe. OK, excellent. Maintenant, c'est quoi tes tâches principales? Ça, c'est quoi que large. ça fait un courtier Ouais, hypothécaire? c'est ça, Donc, c'est ça va. large, c'est large, Ok. très large. En gros, là, la chose la plus dure d'un courtier hypothécaire, là, c'est pas tant de faire une hypothèque, c'est de OK. trouver des clients. OK. C'est vraiment la chose la plus dure. C'est la différence avec un spécialiste ou une institution financière qui a un certain nombre de clients qui peut quand même être donné par l'institution. Ben ouais, ben Quand t'es ouais. courtier, il n'y en a pas de clients qui t'ont donné. Non, Par puis surtout que les généralement. gens sont peu au courant, hein, qu'il faut passer par un Ouais, courtier ils sont hypothécaire. plus, mais c'est encore, tu sais, au Québec, c'est 30% qui est des prêts hypothécaires qui sortent du courtage hypothécaire. Puis dans les autres provinces, excuse-moi, je pense que c'est 50 à 60%. Ouais. Fait ok. qu'on, tu sais, On a encore du travail à faire. Oh, oui, vraiment, il y a un gros manque à gagner pour nous. Ben oui, ben oui. Mais, Puis c'est à l'avantage du client, là, de ce que je comprends aussi, d'aller oui, par 100%, vous, là. 100%. T'sais. Tu vas-tu à une place qui a 10 paires de jeans ou une Ouais. place qui en a une? Puis aucun frais, là, 100%. Ouais. Mais,
le monde, ils ne connaissent pas nécessairement. Avec les réseaux Non, sociaux, c'est ça ça. se développe vite. Ouais, Mais ils ça, ne connaissent ça pas, aide. ouais, vraiment, ils ne connaissent pas nécessairement. Fait que, tu sais, la job d'un courtier, c'est vraiment de trouver des rendez-vous, de trouver des clients, que ça soit du porte-à-porte, que ça soit des appels, que ça soit des réseaux sociaux. Faut que tu trouves des clients. Mhm. Après ça, tu dois monter ton dossier. Tu peux rencontrer le client. Tu peux le faire par Zoom, tu peux le faire par téléphone. Tu vas monter le dossier, l'analyser, contacter le client, le conseiller sur, comme on dit, nous, on a un paquet de produits, là. On a 15 membres, là. Ça en fait des produits, là. Ah, Fait j'imagine. conseiller le client pour qu'est-ce qui serait bon pour lui, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour lui. S'occuper du financement avec la banque, de faire l'échange avec la banque. Il faut rendre le travail vraiment facile au client. Ouais. Le client, là, faut pas qu'il se creuse la tête, faut rendre ça facile. Il faut dealer aussi avec le stress, là, des clients, stress du courtier immobilier, stress de tout le monde. Ouais. Fait que faut dealer avec ça, ce qui est ça peut être très difficile. Ouais, Faut que tu j'imagine. relaxes. Puis après ça, la bonne nouvelle, c'est d'annoncer au client qu'on a réussi à avoir son financement. Super. Fait qu'il y a il y a plusieurs étapes. Moi, je suis rendu avec plusieurs adjointes, là. Fait qu'on peut plus séparer le travail. Ouais. Mais la grosse chose, là, qu'il y a beaucoup de courtiers qui ont de la misère, c'est vraiment d'avoir des clients. Il y en a qui sont super bons, ça serait les meilleurs courtiers, mais ils sont pas capables de développer, d'amener des clients. Puis rendu là, mais tu sais, c'est ça qui va te faire manger. Oui, exactement. Puis, en fait, tu dis que c'est un service gratuit, les clients ne payent pas. C'est qui paye? En fait, c'est l'institution financière. C'est ça. Ouais. Si le client va en succursale, souvent la personne qui va faire son hypothèque est à commission. OK. Je dis souvent parce que c'est pas 100% des temps, mais est à commission, puis cette personne est payée. Sinon, Multiprêt, au Québec, l'an passé, c'était 6 milliards de chiffre d'affaires en hypothèque. OK. Fait que les institutions financières nous envoient des produits, des taux pour qu'on leur envoie nos hypothèques. OK. Ouais. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est l'institution financière qui nous rémunère. OK. Exactement. Fait que ça touche absolument rien aux clients. Puis quand on l'entend, j'ai déjà entendu, non, on te paye pas, mais le taux est plus haut. C'est totalement faux. C'est totalement faux. J'ai déjà eu des chicanes avec du monde en succursale parce qu'il était fâché du taux que j'arrivais à faire au client. Il était meilleur que lui dans sa propre vente. OK. Ouais. Ça n'a aucun rapport. Ben oui, je vois. Parfait. Puis selon toi, c'est quoi les qualités et les compétences que doit avoir un bon ou une bonne courtière, hypothécaire? Premièrement, il faut qu'il soit débrouillard. Vraiment, là. Pour aller chercher les clients. Oui, aller chercher les clients, puis aussi, tu sais, des problèmes, ils nous en arrivent tellement, là, des dossiers, des casse-têtes. Des dossiers faciles qui passent de même, il y en a, mais c'est pas la réalité. Plus rare. Ah ouais, surtout maintenant, avec les taux d'intérêt qui sont hauts, c'est d'être débrouillard. Tu sais, t'es travailleur autonome, lui, il a un stage, mais moi, je le dis au courtier en partant, tu sais, je suis pas ton boss. Je suis plus un coach pour toi. Ouais. Fait que c'est d'être débrouillard. T'as un nom, mais t'appelles les institutions financières. Quand t'as un nom négatif, pas un nom négatif, t'appelles les institutions financières, tu poses des questions. Faut que tu sois débrouillard. Puis c'est sûr, mais il faut que tu sois capable d'approcher les gens pour que tout le monde soit au courant que t'es courtier pour avoir des dossiers aussi. OK, parfait. Est-ce qu'il y a autre chose que tu dirais par rapport à ça? Ben, c'est sûr que, tu sais, quelqu'un c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est capable d'amener des dossiers, quelqu'un qui est débrouillard. Après ça, on va s'arranger avec le reste. OK. Mais si c'est le contraire, quelqu'un qui a toutes les autres qualités, mais qui est pas capable d'aller chercher des dossiers puis qui est pas débrouillard, ça marchera pas, il y aura pas de dossier. Ouais. Donc, quelqu'un qui est capable d'amener un paquet de dossiers, qui est débrouillard, OK, je vais appeler à gauche, à droite, puis il va se souvenir de ce qu'on dit, il va faire répéter 15 fois. Après ça, mais les restes, on va s'arranger avec. On va les développer. Super. Puis là, comment se déroule une journée type au travail? Écoute, moi, je veux dire, selon moi, là, au travail, j'arrive vers 8 heures environ au travail. Moi, je regarde tous mes courriels. Les banques ouvrent vers 8h30 en général. OK. Donc, je regarde tous mes courriels. Moi, je regarde s'il y a des dossiers en cours, on a le temps des mises à jour. Fait qu'on relance les clients, on relance les banques, les documents qui manquent. Si on a moi, j'ai beaucoup de rendez-vous. Fait que je prends mes rendez-vous. C'est que j'ai d'autres adjoints aussi. Tu sais, je vais essayer de mettre tout ça comme si j'avais juste moi, mais j'ai d'autres adjoints qui ont différentes tâches qui sont séparées. Parfait. Donc, une journée type, en gros, c'est si tu as des dossiers envoyés, les envoyer. Si tu as des documents à faire signer, les faire signer par les clients. Si tu as des conditions, la banque t'envoie des conditions, il demande d'autres documents, il faut que tu relances les clients. Si tu as des rendez-vous aussi à aller faire, des rendez-vous pour prendre des nouvelles applications des clients, faut que tu le fasses. Mais il faut tout se mélanger ça en même temps. Oui, c'est chargé. Puis c'est surtout de 8h30 à 5, là, c'est le pire parce que
C'est là que tu reçois toutes les mises à jour des banques, puis en même temps, tu essaies de faire les dossiers, tu essaies de monter les dossiers. C'est là que c'est l'enfer. Oui, exactement. ça va dans tous les sens. C'est là que ça bouge. Fait qu'il faut que tu sois organisé aussi. Là, 100%, t'as pas le choix. Ouais, c'est bon, c'est bon. Puis avec qui tu travailles au quotidien? Là, tu as parlé de tes adjoints. Oui. Ensuite de ça? Ben, au quotidien, moi, c'est des adjoints, c'est ça. On a 3 adjoints, mais j'ai mon équipe aussi. On est une trentaine de courtiers dans l'équipe. C'est des travailleurs autonomes. Fait que souvent, ils viennent au bureau. Puis au moins, tu sais, ça nous... Eux, ils m'en apprennent, puis moi, je leur en apprends, là, avec les situations qu'on voit dans les dossiers. Ouais. Mais moi, ma petite équipe, là, personnelle, là, c'est moi puis mes 3 adjoints. Parfait. On se fait une tâche divisée pour monter les dossiers. Ben oui. Après ça, on réfère à des courtiers immobiliers. C'est ça, au sens plus large, là, c'est courtier immobilier. On réfère à des courtiers immobiliers si on a des acheteurs. Si on a des courtiers immobiliers, on réfère aussi. On réfère si la banque, si les clients recherchent un notaire. On a des notaires aussi, avec qui on sait que les clients aiment mieux travailler, peu importe, ça va super bien. Courtier en assurance. Tu sais, on veut vraiment, tout le temps, je vais être le go-to guy. Je vais être la personne que tu m'appelles, t'as besoin de quelqu'un, je suis ton gars. Ouais, c'est ça, je vais te le trouver. Je vais te le trouver. C'est vraiment bien ça. Vous êtes vraiment des personnes ressources. Oui, exactement. Vous pouvez nous guider tout au long du processus. 100%. Parfait. Maintenant, c'est quoi le type de clientèle lié à ton travail? Écoute, on peut, tu sais, c'est n'importe qui peut avoir une hypothèque, là, la vérité, là. Fait que n'importe qui travaille et qui déclare des sous. C'est sûr que moi, tu sais, de 25 à 45, je dirais que c'est ma plus grosse tranche. Mais à cause des réseaux sociaux, j'ai beaucoup de clients qui viennent des réseaux sociaux. Fait que 25 à 45, c'est la plus grosse tranche. Premier acheteur, j'en fais beaucoup. Par la suite aussi, on les suit tout le long. Mais n'importe qui déclare un revenu, qui a un petit peu d'argent de côté, puis qui a un bon bureau de crédit ou un bureau de crédit correct, là, qui n'est pas en faillite, on peut faire affaire avec lui. OK, parfait. Puis si quelqu'un est en faillite, c'est après combien de temps, en fait, qu'elle peut se relancer, là? Faut juste faire attention si la faillite inclut une propriété ou pas. Si la faillite inclut une propriété, 7 ans un coup libéré, puis tu as eu une faillite. Tu peux pas en faire 2, 3, 4. OK. Si la faillite n'inclut pas une propriété, un coup libéré, il faut refaire son crédit pendant 2 ans. OK. Puis 2 ans libérés en même temps, même 2 ans, on peut racheter. Fait que, tu sais, puisqu'une faillite, ça peut arriver à n'importe qui. Ben, c'est ça. Ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Ça peut être une séparation, ça peut être... Fait que les banques, qui comprennent ça. C'est juste quand une personne a plusieurs faillites, là, c'est là qu'ils commencent à moins comprendre. Oui, exactement. C'est sûr qu'il y a d'autres options, des prêteurs B à 2 faillites, je peux pas te le garantir, je suis pas sûr à 100%, mais il y a peut-être des prêteurs privés, il y a peut-être, mais c'est compliqué. Fait qu'une faillite, c'est pardonnable. 2, les banques, il n'y a pas ça. OK. Fait qu'ils s'arrangent autrement. Il y a quand même possibilité. Ouais, c'est sûr que tu sais, c'est pas ma clientèle. Là. C'est pas ma clientèle ça. Fait que je pourrais pas vraiment élaborer sur ça. Mais sûrement qu'ils s'arrangent autrement. Là. Mais si une faillite, c'est acceptable. Il faut juste bien rebâtir. Puis quand on a une faillite, il n'en faut plus des retards sur les cartes de crédit. Tu sais, comme tu as eu une faillite, la banque accepte, c'est une erreur, mais là, le monde dit que... Marche droit. Exactement. Ouais, parfait. Maintenant, pour les conditions de travail, on va commencer, mettons, avec les vacances. Ça ressemble à quoi? Quand on est travailleur autonome, là, il y a des vacances si tu veux en prendre, il n'y en a pas. Il n'y a pas de... Le monde veut être travailleur autonome pour gérer leur horaire. J'ai des mauvaises nouvelles pour toi. OK. C'est ton client qui gère ton horaire. Mais surtout au début. Tu sais, au début, tu vas aller... Moi, à cette heure, c'est un client qui va me rencontrer en 9h le soir, mais je peux pas. Tu sais, je suis avec mon fils, puis j'ai mon horaire. Mais au début, tu vas vraiment prendre tout. Exactement, je veux pas. Tu veux pas au début, tu survis. Fait que les conditions de travail, tu travailles autonome. Il y en a qui peuvent pas travailler avant 10h le matin. Mais moi, je pense qu'il faut que tu sois disponible le plus souvent possible. Fait que c'est vraiment toi qui décides rendu là. Puis si ta réussite va suivre ça aussi. Là. Vacances, mais si tu peux, c'est sûr que l'idéal, c'est d'en prendre aussi. Là. C'est dur d'en prendre, mais c'est l'idéal. Il faut le faire. Ouais, exactement. L'idéal, c'est d'en prendre. Mais tu sais, toi, t'es travailleur autonome, donc il y a personne qui n'a pas une rémunération. Il faut que tu rendes le dossier pour être payé. Fait que tu peux faire des hypothèques de Miami, tu peux faire des hypothèques de Chine, tu vas dormir mauvais. Mais tu peux faire des hypothèques. Il y en a un gros
courtier chez Multiprêt. Il habite en Australie une grosse partie de l'année. OK, Il c'est était cool, numéro ça. 1 pendant un paquet d'années. Oh, wow! Fait que tu peux faire ça de n'importe où. Oui, oui, exactement. À distance, il n'y en a pas de souci. Exactement. OK, c'est bien ça. Au niveau des avantages sociaux, est-ce que vous en avez? Ben, on n'est pas employé, tu sais. C'est ça. On n'est pas employé. Il n'y a pas cette possibilité-là là, pour les courtiers. Ben, tu sais, tu peux tout le temps aller chercher une assurance, un régime de ci, un régime de ça. Tout, mais c'est toi qui vas le chercher. Parce que t'es pas un employé, t'es vraiment un travailleur autonome, comme si t'avais ta propre compagnie. Fait que tous les courtiers sont des travailleurs autonomes. Je vais te dire oui, mais tu sais, c'est parce qu'il y a des compagnies là qui vendent des taux à rabais, mettons, là. Puis eux, il y a des employés chez eux qui sont courtiers, ils ont leur papier de courtier, mais sont employés de. Ouais, c'est exactement. Fait que ça se peut. Okay. Exactement, ils sont employés de la bannière. OK, parfait. Ensuite de ça, bon, les horaires, t'en as parlé, c'est un peu toi qui décides. C'est toi qui décides, vraiment, oui. Parfait. Le lieu de travail, ça aussi, on a dit un peu. Là, tu peux travailler n'importe où, tu peux travailler de la maison. Moi, j'ai mon bureau. J'ai un bureau, parce que de la maison, on dirait que c'est pas la même... Ouais, c'est pas fait pour tout le monde. Ouais, exact. Fait que j'ai un bureau qui est à 5 km de chez nous. OK. Mais tu peux travailler vraiment partout. Okay. Si je pars un mois en vacances, c'est plus dur avec les enfants, là, mais mettons, je pars un mois en vacances, je peux travailler de là-bas sans problème avec Internet. Ouais, OK, parfait. Mais tu travailles-tu vraiment pendant tes vacances, toi? Prends-tu vraiment des vacances? C'est plus ça la question. OK, wow. Mais oui, quand je suis en vacances, j'ai pas le choix. On travaille chaque jour un peu. Okay. Mais tu sais, ça peut être 1 heure, ça peut être... Fait que tu dis que t'as pas le choix? Ben, t'as tout le temps le choix. Je comprends, t'as tout le temps le choix, mais... Tu sais, à l'année, tu montes des dossiers, des préqualifications, des ci, des ça. Un client que tu as préqualifié il y a 3 mois, qui arrive avec une promesse d'achat, tu peux avoir un système que tu vas déléguer à quelqu'un d'autre, peu importe, mais j'ai encore de la misère avec ça. Ouais. Je suis pas rendu là. OK. Je suis pas rendu là. Ça a l'air vraiment workaholic. Ah ouais, exactement, mais j'aime ça. OK, ben c'est bon, c'est ça qui compte, tant mieux. Ensuite, le rythme de travail, trouves-tu que tu es tout le temps débordé ou bien... Ça dépend des périodes. Ouais, c'est ça. Okay. D'habitude, l'été, je dis d'habitude à cause que les années de COVID nous ont comme toutes déboussolés, là, c'est fou tout le temps. D'habitude, l'été, juillet, août, c'est plus tranquille. Mois de décembre, c'est plus tranquille. Janvier, ça leur commence avec des préqualifications, mais tu peux pas faire vraiment de dossier. Tu sais, ça dépend des périodes. Ça dépend aussi du volume que tu fais, de dossier que tu fais. Mais tu peux tout le temps avoir du travail en tout temps. Il y a tout le temps du monde qui renouvelle. C'est un peu la différence avec un courtier immobilier. OK. Un courtier immobilier, c'est le marché. On le voit en ce moment, le marché est un petit peu plus au ralenti. Il était complètement fou pendant 2 ans. Il est un petit peu plus au ralenti. C'est un petit peu plus dur pour beaucoup de courtiers. Mais nous, il y a quand même du monde qui renouvelle leur hypothèque, qui refinance leur hypothèque, fait qu'on a des clients qui se séparent, qui rachètent l'hypothèque. Fait que, tu sais, la job, il y en a. Faut le jouer juste à tout. OK, parfait. Maintenant, la question, je sais pas si tu es à l'aise de divulguer ton revenu, mais en tout cas, on va parler des revenus en général. C'est comme tu sens. On n'ira pas sur mon revenu. OK, aucun souci, parfait. Donc, tu trouves que ça ressemble à quoi? Puis après, je vais donner les statistiques. C'est vraiment selon le travail que tu mets, l'acharnement que tu vas mettre. Parce que, tu sais, il y a des courtiers qui vont faire 40 000 pendant 10 ans. Mais je connais des courtiers qui font en haut d'1 million de dollars aussi. OK, t'sais. Quand même. Là, tu vas me dire en haut d'1 million, non, c'est pas tout le monde. Non, c'est les exceptions, oui, mais ça dépend vraiment de comment tu développes. C'est où ta priorité, puis c'est combien de temps tu vas mettre, tout simplement. Ben c'est de la vente. C'est de la vente. Moi, j'appelle ça la vente conseil. On va dire c'est la vente conseil, là. T'es payé selon les dossiers que tu rentres. Mais t'as pas de limite au bout de l'année. Ouais. Super. Ensuite de ça, moi, je vais donner les statistiques que j'ai trouvées, mais c'est selon le site de Multiprêt Hypothèque. Donc, ils disent que le salaire moyen est de 62 000 Qu'est-ce qui arrive, là, ce que je dis tout le temps au nouveau courtier, c'est que c'est probablement plus difficile faire, mettons, un 60 000 par année qu'un courtier qui fait 200 000 et plus. OK. Parce que, tu sais, il y a la roue, là, qui est tout le temps difficile à faire partir, là. Ouais. Mais quand ton téléphone commence à sonner, là, c'est facile. Mon chef d'équipe, quand j'ai commencé, il me disait, il y a ceux qui font 60, puis il y a ceux qui font 200 et plus. Tu sais, parce que quand la roue commence à tourner, là, ton téléphone sonne, là, mais quand elle est pas capable de tourner la roue, là, c'est difficile, là, de te mettre aussi tout en courant, puis...
Fait que c'est ça. Mais pourquoi la moyenne, c'est ce montant-là? C'est qu'il y a un paquet de courtiers qui font ça à temps partiel aussi. OK. C'est intéressant. Ben, c'est pour ça que ça l'indique. En fait, Ça date de en fait, 2017 aussi, les statistiques. Ouais, aussi. C'était avant le COVID. Ouais. Mais c'est quand même en haut de la moyenne de revenus. Ben oui. Quand même. Exactement. Mais c'est dur de se baser là-dessus. Ça dépend du travail que tu fais. Ouais, c'est pour ça que j'aime toujours ça, discuter de ça, tu sais, avec les professionnels, tu sais, versus les statistiques. Des fois, c'est pas totalement... Non, mais eux, ils vont, tu sais, le revenu total divisé par le nombre de courtiers total. Ouais, c'est ça. Il y en a combien? 20% dedans qui font 1 heure par semaine? Exactement. Ça On n'a veut pas pas- tous ouais, les c'est ça, facteurs, là, tu sais. Fait que parfait. Y a-t-il un code vestimentaire maintenant, là? Je vois que t'es venu en veston cravate. Exact. Ben, veston, Mais- plutôt. Ouais. Avant le COVID, Ouais. je faisais tous les rencontres clients en personne. Fait que oui, je suis tout habillé comme ça. OK. Maintenant, moi, je fais tout à distance. Fait que ça a moins d'importance. Ouais, j'ai eu des tu sais, on s'est ajusté avec des systèmes, des vidéos, des ça. Mais je fais tout à distance. Donc, non, je suis pas tout le temps en veston, là. Mais au moins 1 à 2 fois par semaine. Ouais. Ouais, exactement. Sinon, c'est un polo. Sinon, je mets un polo. Okay. Ben, sincèrement, tu peux travailler en jogging, tu peux faire Ouais. ce que tu veux. Non, c'est ça. Mais sinon, un polo. Tu veux quand Ouais. même que ça soit un minimum de... Ça fait professionnel. Ouais, exactement. Parfait. Maintenant, c'est quoi tes outils de travail? Le téléphone, bien entendu. Ouais. Téléphone, ben, c'est sur les réseaux sociaux, là, mais téléphone, ordinateur. Ah, les réseaux sociaux, ça doit être vraiment pratique, là, pour te faire voir, emmener des clients. Oui, ben, les réseaux sociaux, je te dirais, la publicité coûte le moins cher, là. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, il faut que tout le monde sache ce que tu fais. Mais c'est difficile aussi. C'est difficile de réussir, parce que là, surtout que maintenant, il y en a beaucoup. Il y a 2-3 ans, il n'y avait pas beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Ouais, il y en a beaucoup. Là, il faut se démarquer. Exactement. Mais réseaux sociaux, mais tu sais, les deux physiques, là, téléphone, ordinateur, ton auto. Ouais, ton auto pour te rendre. Tu t'en vas chez les gens aussi des fois? Moi, je le fais plus, non. Non. Je le fais plus, mais j'ai plusieurs courtiers dans mon équipe. Si un client veut absolument avoir quelqu'un, je trouve un courtier super qualifié, il va y aller. Bon, parfait. Donc, grosso modo, ça ressemble à ça, tes outils de travail. Ouais. Super. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? Sincèrement, là, c'est la réaction des gens. Tu sais, t'as un défi, là, puis comme, tu sais, tu changes la vie du monde, veux pas, là. Ouais. C'est ça, puis ça ressemble à anodin, une petite phrase, mais c'est la vérité. Ouais, c'est le plus gros achat qu'il va faire dans sa vie. Ouais. Là, tu vas chercher son financement hypothécaire. Tu t'assures qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise dans le futur. Fait que c'est pas mal un gros changement que tu peux faire dans sa vie. Là, ouais. Fait que vraiment ça, là, quand tu les appelles, OK, on a eu la confirmation du financement, là, ils capotent. Ça, c'est vraiment du gratifiant. Ben oui, je comprends ça. Puis, as-tu des astuces pour que, en fait, quelqu'un se fasse approuver facilement? C'est assez simple. Ton bureau de crédit, il faut que tu y fasses attention à tout temps. Tout le temps, là, parce que si tu as une erreur il y a 5 ans, on la voit encore aujourd'hui. On la voit jusqu'à 7 ans. Jusqu'à 7 ans avec la le compagnie. crédit. Okay. Mais 6-7 ans selon la compagnie. Mais ton crédit, là, c'est ta carte d'affiche. Fait que ton crédit, c'est ton bulletin à l'école. C'est ça, juste le temps. Et si tu veux rentrer au secondaire, c'est quoi qu'ils vont faire? Ils ne savent pas t'es qui. Ils vont garder ton bulletin à l'école. Ouais. Fait que c'est la même chose. Ton crédit, c'est ton bulletin à l'école. Faut que tu y fasses attention. Après ça, il faut juste que tu aies un revenu qu'on peut qualifier. Donc, travailler au noir, ça marche pas. Non, c'est ça, exact. Tu peux rien faire avec ça. Travailler au noir, ça marche pas. Un revenu qu'on peut qualifier. Puis quand tu vas acheter, il te faut une mise de fonds. OK. Tout simplement. Parfait. Mais ton bureau de crédit, faut que tu y fasses attention. Okay. Il y en a trop qui se laissent aller, qui payent le prix. Puis tu sais, des fois, les banques, ils vont l'accepter pareil. Surtout, mettons, le gars qui a 18 ans, il a scrappé ses cartes de crédit. À 24 ans, ils vont l'accepter pareil, mais ils vont poser des questions pareilles. C'est quoi qui se passe? Alors que s'il avait fait juste attention, puis faire attention, là, c'est que 4 000 sur ta carte de crédit, c'est pas de rembourser 4 000, c'est de payer le minimum, de pas sauter le 30 piastres. Souvent, c'est un petit peu plus, là, c'est 3% du solde. Mais mettons, le 120 piastres à payer, il faut que tu le payes. C'est ça. Manque-le pas, parce que si tu le manques, ça fait mal. Oui, exactement. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que tu aimes le moins de ton travail? Qu'est-ce que j'aime le moins? Sincèrement, j'ai pas tant de points négatifs parce que T'es passionné. Ouais, mais j'aime vraiment ça. Puis je suis rendu à un point aussi que s'il y a des choses que j'étais moins bon, je les déléguer
OK. à des assistants. Ah, c'est le fun, ça. Fait que, pas nécessairement que j'aime pas, mais que j'étais moins bon, peu importe, j'ai pu le déléguer. Fait que, puis là, je suis vraiment, tu sais, dans la structure que j'ai en ce moment, je suis vraiment heureux, là, comment ça fonctionne. Super. Fait que j'aime le moins, tu sais, il y a Mais pas... qu'est-ce que tu as délégué, mettons, que tu n'aimais pas, tu sais, qu'un courtier normal Tu sais, ferait? mettons, un courtier, là, quand tu fais ta conformité à la fin, tu fais ton dossier, là, faut que tu fasses, pour être payé, il faut que tu envoies à Multifrais ta conformité, tous les documents, toutes les signatures, tous les ci, tous les ça en ordre, parce que si l'AMF revient faire une enquête, l'AMF, c'est la police, là. Ouais. Fait que s'il revient faire une enquête, il faut que tout soit comme du monde. Mm-hmm. Ben, tu sais, ça, c'est pas la chose la plus motivante. Ouais, OK. Mais là, moi, tu sais, je m'en occupe pas. Okay. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment le thrill de parler à un client. OK, bon, ben parfait, OK, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, tu leur donnes un paquet d'informations. Là, ils sont contents. Tout comme, wow, on m'a pas dit ça à ma banque. Je le sais. Ouais, non, c'est vrai. Je le sais. Mais, fait que ça, c'est ça, j'aime vraiment ça, parler avec les clients. J'aime aussi, des fois, des dossiers, là, que c'est comme, comment ça va? OK, je touche plus, on pense à ça demain matin. Le lendemain matin, tu rentres, appelle 2-3 banques, tu crées des contacts avec les représentants des banques. Ben oui. OK, bon, on trouve une solution. Fait que, tu sais, c'est tout le temps un petit thrill rendu là. Génial. OK, fait que pas trop de points négatifs, on aime ça. Ben, pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, il n'y en a pas, mais tu sais, pendant 3 ans, j'ai mangé mon pain noir dans mon dit. C'était difficile d'ouvrir des deals, c'était difficile à arriver des clients, amener des clients, closer des deals, j'aime pas ça dire ça de même, là. Mais amener des clients, avoir des dossiers, c'est difficile. Aujourd'hui, c'est autre chose, mais dans le temps, quand j'ai commencé, là, pendant au moins 3 ans, là, ça a été... Fait que les débuts, c'est un peu c'est difficile. C'est très difficile. Très difficile. Parfait. Fait qu'il faut être persévérant. 100%. C'est bon. Maintenant, les contraintes, les inconvénients que tu prévois pour ton travail. Tu sais, tantôt, on a parlé de ton horaire de travail, c'est un peu ça. Ouais. Tu sais, je suis pas le meilleur du tout là-dedans, là, de réussir à décrocher, là. Mais c'est dur. C'est dur, là. Tu sais, quand tu deviens courtier, tu travailles en tout temps. Ouais. Tu sais, le classique, j'en ai parlé une année dans un story, classique, t'es courtier le jour, puis le soir, t'es dans un bar, t'es complètement sous, tu prends des stories, après t'es sur un bateau, c'est comme, je sais pas que c'est un bateau, c'est pas bon, mais complètement sous, tu fais des, tu sais, le monde avec les réseaux sociaux, maintenant, là, la petite famille qui t'a pris pour le courtage hypothécaire, puis après ça, ils te voient, ça marche pas. C'est ça. Tandis que si t'es en construction, t'es sur le chantier, c'est bon, à 2 heures, tu sors. À 2 heures, t'es plus sur le chantier. C'est pas vrai ce que tu veux. Exactement. C'est un petit peu ça, la différence. Il n'y a pas vraiment de fin à ta journée. Oui, exactement. Je vois. Ensuite de ça, c'est quoi les valeurs que tu partages avec ton métier? Les valeurs, écoute, d'aider les familles. Oui. Tu sais, c'est, comme je l'ai dit, c'est tellement gratifiant. Fait que d'aider les familles, c'est vraiment ça qui est le plus motivant. Vraiment, là. Tu sais, ça sonne cheesy, mais c'est la vérité. Oui. Puis au bout de la ligne, plus le tête de famille dans ta vie, plus le tête de monde, ça va te revenir. Donc, tu disais, c'est vraiment la relation d'aide. Oui, exactement. Vraiment aider, puis après ça, ce monde-là sont contents, fait qu'ils préfèrent à d'autres personnes. Puis, tu sais, il y a des métiers que je veux pas, t'en as juste des mauvaises nouvelles. Des métiers, t'en as juste des mauvaises nouvelles. Puis, tu sais, ça veut pas dire que t'es une mauvaise personne, c'est ta job, mais c'est sûr qu'il y a des journées qui doivent être plus dures moralement, puis que moi, on annonce pas juste des bonnes nouvelles, là, des fois. On a tout un moyen de pouvoir venir rattraper dans le futur si on travaille ensemble sur le long terme. Ah ouais, fait que toujours espoir. Exactement. Tu sais, on peut tout le temps aller réparer. Tu donnes les outils aux gens pour qu'ils réussissent à y arriver, tu sais. Puis après ça, il va être encore plus content. C'est ça. Même si c'est 3 ans plus tard, il va être encore plus content. C'est ça. Fait que tu peux travailler vraiment sur le long terme, là, avec tes clients. Exactement. Fait que c'est vraiment d'aider, tu sais, tout le temps aider les familles, là. Ouais. À chaque semaine, on en reparle avec des clients qui sont super contents. Ça, c'est motivant. Ben oui, c'est clair. Super. Est-ce que tu pourrais me nommer un des plus grands défis auxquels tu as été confronté? Plus grand défi? Mais tu sais, on a tout le temps des défis qu'il reste... Parce que comment ça fonctionne, c'est au Québec, dans le fond, c'est comme ça. Quand tu fais une promesse d'achat, il y a un délai à respecter. Là, c'est plus si pire, mais il y a un moment que les délais étaient extrêmement courts. OK. Fait que c'est un classique, là, que tu arrives une journée avant, puis t'as pas la confirmation finale du financement, puis le client peut perdre sa maison. Puis j'en avais une cette semaine, le client me fait perdre sa maison, puis parce que là, non, elle, c'est pas qu'elle aurait perdu l'offre d'achat, mais c'est qu'il y a des délais pour passer au notaire avant, il était plus là.
Puis là, le vendeur ne voulait pas changer son délai. Ça donne, tu sais, à cause que lui, le vendeur, il y a un autre achat, puis là, ça déboule, là. Ouais. Fait que, tu sais, si ça sortait pas, tout buguait, puis là, la fille, elle se ramassait avec 4 enfants, puis comme t'as plus de maison, puis à cause que t'as vendu à la tienne, mais là, t'as chiotte. Fait que, tu sais, ça peut être quand même stressant. Ben oui. Fait qu'il faut être vraiment attentif et vigilant avec les délais. Puis le téléphone, puis ci, puis ça. Fait que ça, c'est sûr que c'est pas... des fois, c'est pas le fun, mais après ça, quand tu réussis, t'es content. Ben oui, c'est clair. Mais faut être capable de gérer son stress. T'sais. Moi, Ouais. c'est pas quelque chose qui me stresse. En voulant dire, pas que je porte pas attention, mais en voulant dire, je sais qu'on va trouver une solution. C'est juste qu'il faut la trouver. Mais c'est-tu toi qui watch les délais, genre, pour tes clients? Oui. C'est bien ça. Fait qu'ils sont vraiment pris en charge. On travaille en équipe avec les courtiers immobiliers. Fait qu'on se parle souvent, puis on est au courant de où qu'on en est, puis c'est quoi qui est possible de faire, puis de relancer les ventes, puis c'est bon. C'est vraiment une relation, tu sais, entre personnes, si on veut, là, tu sais, de créer des relations pour que tout se déroule super bien. Ah, c'est bien ça. Parfait. Maintenant, un accomplissement dont tu es fier. L'accomplissement, je pense que tomber de chef d'équipe, j'étais content. Oui. Parce qu'en fond, c'était mon chef d'équipe à moi qui m'a offert à moi puis un autre de mes partenaires, on était trois, qui m'a offert de tomber chef d'équipe avec lui. C'était pas un objectif que j'avais à court terme, mais à long terme. En gros, moi, je pensais avec des objectifs que je voulais faire côté volume jusqu'à 35 ans, puis par la suite 35 ans, regarder pour tomber chef d'équipe. Puis on me l'a offert à 30 ans. Moi, c'était à 30 ans qu'on me l'a offert. J'étais vraiment content, tu sais, mais dans le fond, c'est gratifiant. On l'a dit, c'est une bonne... On est 15, 20, on était 15, je pense, dans l'équipe. Il te l'offre à toi. Il a vu des bonnes choses. Ben oui, exactement. Fait que ça, c'était gratifiant, c'est sûr. Mais il y a tout le temps des moments qui sont le fun. Il y a tout le temps les fameux moments que le client, tu penses qu'il y a eu 3 noms, puis finalement, tu sors un financement. C'est sûr que c'est dur à battre. Comme feeling. Oui, vraiment. OK, génial. Puis, pour ton métier, en fait, c'est quoi les perspectives d'avenir selon toi? C'est sûr que là, tu sais, l'Internet, l'intelligence artificielle, faut faire attention. Moi, ce que je pense, c'est que c'est de la vente conseil. Donc, il n'y a jamais un robot qui va mieux conseiller qu'une personne, un être humain. Sauf que l'intelligence artificielle va prendre sa place de plus en plus. Donc, il va y avoir, tu sais, c'est comme n'importe quoi dans la vie, là. Tu as les bons courtiers, ceux qui développent, ceux qui se tiennent informés, puis tu as les autres, mais il y en a dans les autres qui vont être obligés de disparaître parce que tu sais, l'intelligence artificielle, tout ce qui va grossir. Mais tout ce qui est bon courtier, qui ont une bonne interaction avec leurs clients, ça, je pense que ça va rester, puis l'avenir, c'est pas aujourd'hui qu'on est facile, on parle des finances des jeunes. Oui, c'est ça. Puis les gens aiment beaucoup le contact humain aussi. 100%. Être servi par une intelligence artificielle. Exactement. Puis demain matin, tu mettrais-tu sans connaître vraiment ça? Parce que tu sais, il y a tout le temps du monde qui connaissent vraiment ça, qui peuvent aller par Internet, puis ça, c'est bon, là. C'est un peu comme les placements. Il y a du monde qui connaît ça, qui vont aller faire leurs transactions eux-mêmes. Mais quelqu'un qui a 500 000 demain matin, qui connaît pas ça, il va-tu mettre ça sur une plateforme? Oui, c'est ça, exactement. Voilà. On va tout le temps, je pense qu'on va tout le temps avoir. C'est plus sécurisant. Hein? Exactement. On va avoir notre place, mais il faut que les courtiers ils continuent à upgrader, là. Ils continuent à monter dans leur connaissance et tout, parce que c'est sûr qu'une année, il y a un tri qui va se faire. Oui, parfait. Ensuite de ça, est-ce que tu as des prédictions, toi, par rapport au taux hypothécaire? Oui, c'est ça. J'aimerais savoir, on te le demande souvent. Écoute, si quelqu'un vous dit qu'il sait qu'est-ce qui va arriver, là, c'est n'importe quoi. À court terme. À court terme. À long terme, on le sait qu'ils veulent redescendre un peu les taux. OK, mais à court terme, je parle peut-être sur 1 an. T'as pas de boule ben non, c'est impossible. Quelqu'un qui dit qu'il le sait et qui est comme, regarde. Fais attention. Non. On le sait pas. C'est dur. C'est pour ça que quand on fait des choix avec les clients, les taux d'intérêt, les termes, ici et ça, il faut faire attention. Il faut le faire stratégiquement. À court terme, c'est trop instable en ce moment, qu'est-ce qui se passe. Mais une chose est sûre, les fameux taux de 2% ou 1,5% qu'on a vu, là, faut pas s'attendre à voir ça dans les prochaines années. On le verra plus. Tant mieux ça arrive, mais je penserais vraiment pas. Fait qu'il faut pas s'attendre à voir ça dans les prochaines années. Dans la prochaine année, c'est très instable.
Peut-être que dans 6 mois, ça va être plus facile de prédire le futur, mais encore là, t'es tout le temps, je dis tout le temps, t'es à une bombe que tout change, là, tu sais. Ouais. Quand la guerre est partie, là, fait que t'es tout le temps à une bombe que, OK, la guerre tombe là, fait que tu peux pas vraiment prédire. Tu peux pas, qu'est-ce qu'on pense, tu sais, avec les clients, souvent, des fois, les clients qui sont un petit peu plus, tolèrent moins les risques, on va peut-être choisir un 3 ans à fixe, en se disant qu'on pense que les taux vont descendre un petit peu. Dans 3 ans, on va pouvoir leur travailler son dossier, mais on n'est jamais sûr à 100% en ce moment-là. OK, parfait. Puis, quel conseil tu donnerais aux personnes qui seraient intéressées à faire carrière dans ton domaine? Premièrement, là, la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment important, là, le Multiprêt donne une formation, un petit webinaire. La mémoire, c'est les mardis aux 2 semaines. OK. C'est Daniel chez nous qui donne ça. OK. Qui explique c'est quoi le métier de courtier hypothécaire. OK. Ben, comme tu as fait aujourd'hui. Un peu exactement, tu sais. Mais lui, il va parler des frais. Non, parce que il y en a des frais. OK. Fait, plus, il va te suggérer des écoles, tu sais, exactement, avec qu'est-ce que telle école est bonne avec toi. Fait ça peut être bon. De parler avec quelqu'un qui le fait vraiment aussi, le domaine, parce que, tu sais, les réseaux sociaux, ça t'amène les beaux points. Quand on a une lettre de refus, là, on fait pas un story pour dire lettre de refus, le client n'a pas eu sa maison, il est dans la rue. Exact. Fait que j'ai une facture de temps qui vient de rentrer pour telle affaire à cause de. Fait que ça, c'est dans les inconvénients aussi. Là. Ouais, on ne pas aborder nécessairement, mais ça en fait partie. Fait que de rentrer en contact avec quelqu'un qui fait ça aussi depuis quelques années. Ben oui, ça aide toujours. Ça, je le dis tout le temps. N'hésitez pas à consulter des professionnels, 100%. Regarder des podcasts. Ouais, les podcasts, ça se passe, on n'avait pas dans le temps. Oui, exact. C'est ça que j'aime. C'est bon. Ça aide. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup de courtiers maintenant qui font des podcasts, des stories, des reels. C'est sûr que ça va te motiver. Ça va te donner une idée sur c'est quoi un peu le métier, là. Mais tu sais, je suis pas le meilleur pour dire ça, parce que moi, j'ai pas regardé rien, je suis foncé. Oui. Mais là, maintenant, t'es inspirant, t'as tes plateformes aussi sur Instagram, là. Moi, c'est comme ça que je t'ai trouvé. T'as plein de vidéos super intéressantes, éducatives. Si on a des questions, là, allez scroller sa page, là, vraiment, là, il répond à plein de subtilités, là, que ça vaut la peine de voir. On y va vraiment sous forme des shorts, là, des 60 secondes. On essaie de pas dépasser 60 secondes. Fait comme direct, c'est ça. Oui, exact. On met deux vidéos par jour en ce moment. Oui, ça roule. Ouais, ça va faire 1 an qu'on fait ça, mais 2 vidéos, ça va faire 6 mois environ. OK. Puis c'est vraiment d'amener du contenu, amener des questions qui, pour moi, semblent anodines des fois, mais que pour le client, pour monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas dans l'hypothèque. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Exact. Là, comme avec le podcast, des fois, je pose des questions que je sais déjà la réponse ou quoi que ce soit, mais c'est pour éduquer tout le monde, justement. C'est juste, c'est quoi l'amortissement? Pour moi, c'est quoi l'amortissement? C'est comme la table avec quelle couleur? Tu comprends? C'est aussi simple que ça, mais la réalité, c'est que pour quelqu'un qui a jamais une hypothèque. Ben voilà. Donc, c'est vraiment d'amener un paquet de points de même. Si vous avez des questions, écrivez-moi aussi. On va faire des vidéos sur ça. Parfait. Tu veux-tu laisser savoir ton compte Instagram, c'est quoi? C'est Joey.courtier hypothécaire. Excellent. Donc, ça va apparaître en bas. Exactement. Super. Donc, on va faire un dernier cheers. On remercie Gourou. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. C'était vraiment le fun. Puis, j'ai appris plein de choses dans le domaine du courtage hypothécaire. Donc, j'espère que vous aussi, que vous avez apprécié. Donc, n'oubliez pas de commenter les vidéos pour les pousser. Donc, suivez-nous Spotify, YouTube, TikTok, Instagram. Merci beaucoup, le défilé des carrières. Au revoir. Merci. Merci.